Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, il existe une raison pour laquelle vous êtes ici maintenant. Parmi des millions de vidéos, des millions de distractions, quelque chose en vous a décidé de cliquer exactement sur celle-ci. Et ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose commence à s'éveiller en nous. Une sensation silencieuse, difficile à nommer, difficile à ignorer, comme si nous ne vivions qu'une petite partie de ce que nous pourrions réellement vivre. Peut-être avez-vous ressenti cela ces derniers jours. Peut-être que cela dure déjà depuis un certain temps, cette impression persistante qu'autre chose vous attend, quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus profondément aligné avec ce que vous êtes au fond de vous-même. La vérité est que lorsque ce type de message vous trouve au bon moment, quelque chose d'extraordinaire peut commencer à se produire. Et aujourd'hui pourrait être précisément ce moment. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez peut-être quelque chose sur vous-même que vous n'aviez jamais perçu auparavant, quelque chose capable de transformer la manière dont vous regardez votre propre vie. Permettez-vous maintenant de ralentir pendant quelques instants. La routine, les responsabilités et le bruit constant du monde font que nous nous arrêtons rarement vraiment pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, il arrive des moments où la vie semble nous appeler d'une manière différente, comme si quelque chose nous disait silencieusement qu'il est temps de prêter attention, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Peut-être avez-vous ressenti cela récemment. Cette étrange sensation que quelque chose manque, même lorsque tout semble aller bien en apparence. À l'extérieur, la vie peut paraître normale. Le travail, les engagements, les conversations, la routine. Mais à l'intérieur, il existe une inquiétude difficile à expliquer, une sorte de creux que les activités quotidiennes ne parviennent pas à combler. Beaucoup de personnes essaient d'ignorer ce type de sensation, et ce n'est pas difficile à comprendre. S'arrêter pour regarder à l'intérieur peut être inconfortable. Cela signifie admettre que nous ne vivons peut-être pas de la manière dont nous aimerions réellement vivre. Cela signifie affronter des questions que nous avons évitées pendant des années. C'est pourquoi tant de personnes vivent en pilote automatique. Elles se réveillent, accomplissent leurs obligations, résolvent des problèmes, se distraient avec du divertissement, puis répètent la même chose le lendemain. La vie passe, mais elle est rarement questionnée. Respirez, sentez ce moment. Mais il arrive un point où quelque chose en nous refuse de continuer à être ignoré. Ce moment s'accompagne souvent d'un type particulier d'inconfort. Parfois, cela apparaît sous forme d'anxiété. D'autres fois, cela se manifeste comme une fatigue émotionnelle, de l'insomnie, ou même cette sensation difficile à expliquer que nous vivons une vie qui ne semble pas totalement la nôtre. Beaucoup de personnes pensent que c'est une faiblesse, mais ce n'en est pas une. En réalité, cet inconfort est souvent l'un des signes les plus importants qu'une personne puisse recevoir. C'est comme un appel silencieux, une invitation à s'éveiller. Le psychologue suisse Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à tenter de comprendre précisément ces moments de l'expérience humaine. Il a observé que, lorsqu'une personne commence à remettre profondément en question sa propre existence, quelque chose de très important est en train de se produire. Ce n'est pas seulement de la confusion, ce n'est pas seulement une crise, c'est le début d'une transformation. Selon Jung, chaque être humain porte en lui tout un univers d'expériences, de souvenirs et de potentiel qui reste souvent endormi. Il existe une partie de nous qui sait exactement qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Le problème, c'est que nous prenons rarement le temps d'écouter cette partie.
nous vivons entourés d'attentes extérieures. Très tôt, nous apprenons ce que nous devons faire, comment nous devons agir, quel chemin semble le plus sûr. Avec le temps, nous assumons des rôles, le professionnel responsable, l'enfant obéissant, l'ami fiable, le partenaire qui doit répondre aux attentes. Ces rôles ne sont pas nécessairement mauvais. Ils font partie de la vie en société. Mais le danger apparaît lorsque nous commençons à croire que nous sommes uniquement ces rôles, lorsque nous oublions qui nous sommes réellement derrière eux. Et c'est à ce moment-là que cette inquiétude commence à apparaître, parce qu'il existe quelque chose à l'intérieur de chaque personne qui refuse de vivre uniquement dans les apparences, quelque chose qui insiste pour nous rappeler qu'une vie plus authentique attend d'être vécue. Cette voix ne crie généralement pas, elle murmure, elle apparaît dans les moments de silence. Lorsque l'esprit ralentit enfin, elle surgit dans cette question inattendue qui apparaît au milieu de la nuit. Est-ce vraiment tout, ou dans cet instant où vous observez votre propre routine et sentez que même si tout fonctionne, quelque chose n'est pas complet? Ce type de question peut faire peur. Beaucoup de personnes essaient de s'en éloigner rapidement. Elles cherchent des distractions, accélèrent le rythme du travail, s'engagent dans de nouvelles activités, tout pour éviter le silence, parce que le silence révèle. Et lorsque nous commençons réellement à écouter ce qui se passe à l'intérieur, nous réalisons qu'il peut être temps de changer quelque chose. Il était une femme médecin, 53 ans, après 20 années de carrière, dans un grand hôpital parisien. Elle avait tout ce que la réussite semblait promettre. Un poste de chef de service, la reconnaissance de ses collègues, un appartement spacieux dans le 7e arrondissement. Sa vie, vue de l'extérieur, ressemblait à une démonstration parfaite de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on travaille avec acharnement et discipline. Elle était considérée comme un modèle. Les jeunes internes la regardaient avec admiration. Elle-même s'en sentait fière, ou du moins, elle avait appris à le croire. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose s'était mis à changer à l'intérieur d'elle. Le dimanche soir, en préparant sa semaine, elle ressentait une pression étrange autour de la gorge, comme si quelque chose cherchait à s'exprimer et ne trouvait pas le passage. Elle l'attribuait d'abord à la fatigue, puis au stress des responsabilités. Elle continuait d'avancer, comme elle l'avait toujours fait. Mais la pression revenait, chaque semaine, un peu plus forte. Des nuits entières se passaient à regarder le plafond, sans comprendre pourquoi. Elle qui avait toujours eu des réponses pour ses patients, ne parvenait pas à nommer ce qui se passait en elle. Un soir de janvier, après une longue journée de réunions et de décisions urgentes, elle s'assit seule dans son bureau vide, tous ses collègues déjà partis. La pièce était silencieuse d'une façon inhabituelle. Elle posa les deux mains à plat sur son bureau et remarqua pour la première fois depuis longtemps le tremblement subtil de ses doigts. Ce n'était pas la fatigue physique, c'était autre chose. Et dans ce silence-là, une pensée traversa son esprit avec une clarté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle soignait les autres depuis 2 décennies, mais elle n'avait jamais pris le temps de s'interroger sur ce qui la soignait. Elle, 6 mois plus tard, elle avait entamé un travail thérapeutique sérieux, le premier de sa vie. Elle n'avait pas quitté son poste, mais quelque chose d'essentiel avait changé dans la manière dont elle habitait son travail. La pression dans la gorge avait disparu. À sa place était née une présence à elle-même qu'elle décrivait comme une forme de retour après un long exil. Soigner les autres peut devenir une manière élégante de fuir l'intérieur de soi. Le corps, lui, ne se laisse pas tromper indéfiniment. Cette prise de conscience n'arrive pas toujours doucement. Parfois, elle apparaît à travers des crises. Une relation qui se termine de manière inattendue, un travail qui perd son sens,
une période de vide qu'aucune réussite extérieure ne semble remplir. Ces moments sont souvent interprétés comme des échecs ou des problèmes qu'il faut résoudre rapidement. Mais il existe une autre façon de les regarder. Et si, au lieu d'être simplement un problème, cet inconfort était un signe que quelque chose en vous essaie de s'éveiller? Et si ces crises étaient en réalité des messages de la vie elle-même? Jung a observé que beaucoup de personnes ne commencent à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes que lorsque quelque chose les oblige à s'arrêter. Tant que tout semble fonctionner normalement, nous remettons rarement en question le chemin que nous suivons. Mais lorsqu'une structure de notre vie se fissure, un espace inattendu apparaît pour la réflexion. Soudain, ce qui semblait sûr n'apporte plus les mêmes réponses. Et dans cet espace d'incertitude, quelque chose de nouveau peut naître. C'est le début de la conscience. La véritable transformation ne se produit pas lorsque le monde autour de nous change soudainement. Elle commence lorsque nous commençons à nous voir avec plus de clarté. Lorsque nous retirons les masques que nous avons portés si longtemps que nous avons fini par croire qu'ils étaient notre véritable visage. Ce processus n'est pas facile. En réalité, il est souvent douloureux. S'éveiller signifie voir des choses qui étaient auparavant cachées. Cela signifie reconnaître les schémas répétitifs de notre vie. Cela signifie admettre que nous avons être ignorés des parties importantes de qui nous sommes vraiment. Mais il existe quelque chose de profondément libérateur dans ce processus. Parce que lorsque nous commençons à nous voir avec honnêteté, nous commençons aussi à récupérer quelque chose qui semblait perdu, notre liberté intérieure, la liberté de cesser de répéter des schémas qui n'ont plus de sens, la liberté de construire des relations plus vraies, la liberté de vivre en accord avec ce qui compte réellement pour nous. Ce type de liberté ne peut pas être acheté. Elle ne dépend ni du statut, ni de l'argent, ni de la reconnaissance extérieure. Elle naît d'un processus intérieur, un processus que Carl Jung appelait l'individuation. L'individuation signifie essentiellement devenir qui vous êtes réellement, pas celui que les autres attendent que vous soyez, pas celui que vous avez appris à paraître pour être accepté, mais la version la plus vraie et la plus complète de vous-même. Ce chemin exige du courage. Le courage de remettre en question d'anciennes certitudes, le courage d'affronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, le courage d'abandonner certaines anciennes versions de ce que nous étions. Mais ce chemin offre aussi quelque chose d'extraordinaire en retour. Un profond sentiment d'authenticité, la sensation de vivre enfin sa propre vie et non simplement de suivre un scénario écrit par d'autres. Est-ce précisément pour cela que vous êtes ici maintenant? Peut-être que quelque chose en vous est prêt à commencer ce voyage. Et si c'est le cas, ce qui vient ensuite pourrait vous aider à voir des choses qui étaient cachées juste devant vos yeux, car il existe une partie de notre esprit qui influence profondément nos choix, nos relations et même les chemins que nous empruntons dans la vie. Et la plupart des gens passent des décennies sans même se rendre compte qu'elle existe. Avant de continuer, permettez-moi de vous adresser une invitation. Si ce contenu commence déjà à faire sens pour vous, si une partie de ces mots a touché quelque chose dans votre cœur, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et laisser un like sur cette vidéo. Cela aide énormément pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui cherchent aussi à comprendre leur vie plus profondément. Et j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de spécial dans les commentaires. Écrivez l'affirmation suivante. Je choisis de m'éveiller à ma véritable essence. Cette petite phrase peut sembler simple, mais lorsque vous écrivez quelque chose comme cela, vous faites un engagement silencieux avec vous-même. Vous dites à votre propre esprit qu'il existe en vous une véritable disposition à grandir, à voir plus loin, à vivre avec plus de conscience. Maintenant, continuons ce voyage. Il existe un concept très puissant en psychologie qui explique
pourquoi tant de personnes ont l'impression d'être prisonnières des mêmes problèmes, des mêmes types de relations, des mêmes frustrations qui semblent se répéter tout au long de la vie. Carl Jung appelait ce phénomène l'inconscient. Une grande partie de ce que nous sommes ne se trouve pas dans la partie consciente de notre esprit. Ce que nous savons de nous-mêmes n'est qu'une petite fraction de tout ce qui existe réellement dans notre psyché. Sous cette surface se trouve un territoire immense, rempli de souvenirs oubliés, d'émotions refoulées, d'expériences anciennes et de schémas qui continuent d'influencer nos choix sans que nous en soyons conscients. Pensez un instant au nombre de décisions que vous avez prises dans votre vie en croyant agir de manière totalement rationnelle. Choisir une relation, accepter un travail, réagir d'une certaine façon face à une situation. À première vue, il semble que nous soyons aux commandes. Il semble que nous décidions tout de manière logique. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent, nous ne faisons que réagir à des forces intérieures dont nous ignorons même l'existence. Ces forces se sont construites au fil de notre histoire, principalement pendant l'enfance. Durant les premières années de la vie, lorsque notre identité est encore en formation, chaque expérience laisse des traces profondes. Les paroles que nous avons entendues, les situations que nous avons vécues, les regards d'approbation ou de rejet, tout cela finit par former une sorte de carte intérieure de ce que nous croyons être. Et cette carte continue de guider notre vie pendant de nombreuses années. Si un enfant grandit en ressentant qu'il doit constamment prouver sa valeur, il est très probable que, devenu adulte, il continue à chercher l'approbation dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un a appris très tôt qu'il ne peut pas faire confiance aux autres, il peut porter cette méfiance pendant des décennies, même lorsqu'il est entouré de personnes qui veulent réellement son bien. Ces schémas se répètent parce qu'ils sont enracinés dans des couches profondes de l'esprit. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes ont la sensation de vivre dans un cycle dont elles ne parviennent pas à sortir. Elles changent de ville, changent de relation, changent de travail, mais les mêmes problèmes continuent d'apparaître. Cela arrive parce que lorsque quelque chose en nous n'est pas compris, cela continue d'essayer de s'exprimer. C'est comme si la psyché cherchait constamment à attirer notre attention vers ce qui demande à être vu. Jung a remarqué que la psyché humaine possède une tendance naturelle à l'intégration. En d'autres termes, il existe en nous une impulsion profonde qui cherche à nous rendre entiers. Mais ce processus exige que certaines choses remontent à la surface. Parmi elles se trouve l'un des aspects les plus difficiles de l'expérience humaine, ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre est tout ce que nous préférons ne pas reconnaître en nous-mêmes. Ce sont des caractéristiques, des émotions ou des impulsions que nous avons appris à cacher parce que nous croyons qu'elles sont inappropriées. Très tôt, nous apprenons ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous apprenons que certaines émotions doivent être réprimées, que certains comportements ne sont pas bien vus, que certaines parties de notre personnalité doivent être dissimulées. Alors, nous créons une version de nous-mêmes qui paraît socialement correcte. Cette version, Jung l'appelait la persona. La persona est le masque que nous montrons au monde. C'est le rôle que nous jouons pour être acceptés, pour appartenir, pour être reconnus comme des personnes convenables. Le problème n'est pas d'avoir une persona. Nous avons tous besoin d'une certaine adaptation sociale pour vivre en communauté. Le problème apparaît lorsque nous commençons à croire que nous ne sommes que ce masque. Lorsque nous cachons tellement de parties de nous-mêmes que nous perdons le contact avec ce que nous sommes réellement. Tout ce que nous rejetons finit par être poussé dans l'ombre. La colère qui n'a jamais été exprimée, la tristesse qui n'a pas pu être ressentie, les désirs qui ont été réprimés, les aspects de notre personnalité que nous avons appris à considérer comme inacceptables. Rien de tout cela ne disparaît.
tout continue d'exister dans l'inconscient et, de temps en temps, cela trouve une manière d'apparaître. Parfois, cela surgit sous forme d'explosions émotionnelles inattendues. Parfois, cela se manifeste dans des comportements que nous ne savons même pas expliquer. D'autres fois encore, cela apparaît à travers ce que nous critiquons le plus chez les autres. Jung faisait une observation très intéressante à ce sujet. Ce qui nous irrite le plus chez quelqu'un révèle souvent quelque chose qui existe aussi en nous, mais que nous ne voulons pas reconnaître. Lorsque nous projetons notre ombre sur les autres, nous commençons à voir à l'extérieur ce que nous refusons de voir à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui se met profondément en colère face à l'arrogance des autres et peut être en train de lutter avec sa propre arrogance refoulée. Quelqu'un qui critique durement la faiblesse des autres et peut être en train d'essayer de cacher sa propre vulnérabilité. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous dérange chez les autres est forcément un reflet de nous-mêmes. Mais bien souvent, il existe là un miroir important. Et ce miroir peut être extrêmement révélateur. Arrêtez-vous un instant. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie dont le comportement vous irrite de façon disproportionnée? Laissez cette question se déposer doucement, sans jugement. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'inconscient façonne nos choix à travers des schémas hérités de notre histoire personnelle. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque nous nous retrouvons à répéter les mêmes réactions face à des situations pourtant différentes, comme si quelque chose d'invisible tirait les fils de nos décisions. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Comment ces forces cachées prennent vie concrètement dans nos relations les plus proches, et ce que cela révèle sur la profondeur de notre ombre. Le chemin de la maturité psychologique passe justement par la reconnaissance de ces parties cachées. Non pas pour se juger, non pas pour se condamner, mais pour les intégrer. Intégrer signifie accepter que nous sommes des êtres complexes. Nous sommes capables de bonté, mais aussi d'égoïsme. Nous pouvons être généreux, mais aussi ressentir de l'envie. Nous pouvons être calmes, tout en portant de la colère à l'intérieur de nous. Cela fait partie de la condition humaine. Lorsque nous essayons de nier complètement ces aspects, ils deviennent encore plus puissants dans l'inconscient. Mais lorsque nous les reconnaissons avec honnêteté, quelque chose de curieux se produit. Ils commencent à perdre le pouvoir destructeur qu'ils avaient. La colère reconnue peut se transformer en force pour établir des limites saines. L'envie reconnue peut révéler des désirs profonds que nous n'avons pas encore eu le courage d'admettre. Même des sentiments qui semblaient autrefois négatifs peuvent devenir des sources profondes de connaissance de soi. C'est pour cela que Jung affirmait quelque chose qui peut sembler étrange à première vue. Il disait que nous ne devenons pas plus conscients en imaginant seulement de la lumière en nous. Nous devenons conscients lorsque nous éclairons notre propre obscurité. Ce processus exige du courage. Car regarder véritablement à l'intérieur de soi signifie abandonner l'illusion de perfection. Cela signifie accepter que nous sommes imparfaits, contradictoires et complexes. Mais cela signifie aussi récupérer des parties de nous-mêmes qui étaient emprisonnées. Chaque aspect de l'ombre qui est intégré redonne de l'énergie à notre vie. Nous réalisons soudainement que nous avons plus d'authenticité, plus de liberté pour agir en accord avec ce que nous ressentons réellement. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Prenez une respiration lente, placez une main sur votre poitrine. Sentez le rythme calme de votre souffle. Maintenant, posez-vous cette question en silence. Quelle émotion ai-je le plus souvent du mal à exprimer? Ne cherchez pas immédiatement une réponse logique. Laissez simplement la question exister dans votre corps pendant quelques instants. Est-ce que vous sentez quelque chose se contracter quelque part? Une légère tension dans la mâchoire,
une sensation de poids dans la poitrine? Respirez encore une fois, lentement, exhalez complètement. Ce que vous venez d'observer n'est pas une faiblesse, c'est une information précieuse. C'est l'ombre qui vous tend la main, non pour vous blesser, mais pour être enfin reconnu. Quand vous êtes prêt, continuez, car lorsque nous commençons à intégrer ces parties cachées, nous cessons d'être guidés uniquement par des forces inconscientes. Nous commençons à vivre avec davantage de conscience. Et cette conscience ouvre l'espace pour quelque chose d'encore plus profond, une transformation réelle dans la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et dans la manière dont nous percevons le monde autour de nous. Mais il existe un détail important sur ce chemin. Lorsque nous commençons à nous éveiller à ces vérités intérieures, nous réalisons souvent quelque chose de déconcertant. Une grande partie de notre vie a été construite sur des schémas qui n'étaient même pas réellement les nôtres. Et comprendre cela peut être la première étape vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Il était un homme d'affaires, 47 ans, directeur commercial dans une multinationale lyonnaise. Depuis son plus jeune âge, il avait été conditionné par un père exigeant qui mesurait l'affection à l'aune des résultats. Bon bulletin scolaire, félicitations, échec, silence froid. Il avait appris très tôt que sa valeur dépendait de sa performance. Et il avait intégré cette croyance si profondément qu'elle était devenue invisible à ses propres yeux, comme l'air qu'il respirait. Pendant des années, il avait couru, des promotions, des chiffres d'affaires records, des voyages d'affaires incessants. Sa vie ressemblait à un marathon sans ligne d'arrivée. À l'intérieur, une tension permanente s'était installée entre ses deux épaules. Une contracture chronique que les massages ne faisaient que temporairement atténuer. Il dormait peu, mangeait vite, vivait dans l'urgence perpétuelle. Ses collègues le respectaient. Sa famille le voyait rarement. Un soir, au retour d'un voyage à Singapour, il retrouva sa fille de 12 ans, endormie sur le canapé, un dessin à la main. Elle avait dessiné la famille entière, sauf lui, non par colère, mais parce qu'elle ne savait plus vraiment à quoi il ressemblait dans la vie de tous les jours. Ce détail, anodin peu, être aux yeux d'un observateur extérieur, lui traversa la poitrine comme une lame froide. Il resta debout dans le couloir, sombre, incapable de bouger, sentant pour la première fois depuis des années quelque chose d'autre que la pression des objectifs. Il sentit le vide. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose commença à se déplacer en lui. Il ne quitta pas son emploi immédiatement, mais il entreprit pour la première fois une exploration intérieure sincère. Il se mit à lire, à chercher, à questionner d'où venait cette compulsion à prouver. 6 mois plus tard, la contracture entre ses épaules avait diminué de façon spectaculaire. Il rentrait à 10 à 9 heures 2 fois par semaine. Sa fille lui avait dessiné un nouveau portrait de famille. Ce que l'on appelle succès cache parfois la silhouette d'un enfant qui attend encore l'approbation d'un regard qui ne viendra plus. Lorsqu'une personne commence à comprendre qu'une grande partie de ses choix a été influencée par des schémas inconscients, un mélange curieux d'émotions apparaît. D'un côté, il peut y avoir une certaine frustration en réalisant combien de temps a été consacré à répéter des comportements qui ne menaient pas vraiment là où l'on voulait aller. Mais en même temps, quelque chose de beaucoup plus puissant apparaît, la possibilité réelle de changer. Car à partir du moment où quelque chose devient conscient, il cesse de contrôler notre vie de manière automatique. Avant cela, nous fonctionnons presque comme si nous suivions un scénario invisible. Nous réagissons aux situations selon d'anciens programmes émotionnels, souvent sans même nous en rendre compte. Mais lorsque nous commençons à voir ces schémas avec clarté, un petit espace apparaît entre le stimulus et la réponse. Et cet espace change tout. Dans ce petit intervalle naît la liberté.
c'est là que nous commençons à avoir la possibilité de choisir différemment. C'est là que nous cessons d'agir uniquement par impulsion ou conditionnement et que nous commençons à répondre avec conscience. Ce processus, cependant, ne se produit pas du jour au lendemain. L'éveil psychologique n'est pas un événement soudain qui résout tout d'un coup. Il ressemble beaucoup plus à un voyage progressif, un chemin qui se révèle pas à pas. Souvent, il commence par de petits moments de prise de conscience. Ce moment où vous vous surprenez à réagir comme vous avez toujours réagi, et soudain quelque chose en vous observe cette réaction. C'est comme si une partie de votre esprit disait « Attendez un instant, pourquoi suis-je en train de refaire cela ?» Ce moment d'observation peut sembler simple, mais il est profondément transformateur. Car lorsque nous pouvons observer nos propres schémas, nous ne sommes plus complètement dominés par eux. La conscience commence à grandir, et avec le temps, cette croissance transforme la manière dont nous nous rapportons à tout, à nos émotions, à nos relations, à nos choix, et même au sens de notre propre vie. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'intégration de l'ombre libère une énergie psychique longtemps retenue. Dans la vie réelle, cela se traduit souvent par une nouvelle capacité à rester présent dans des situations qui nous faisaient autrefois perdre tous nos moyens. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore examiné. Ce qui arrive lorsque l'éveil de la conscience commence à modifier non seulement comment nous nous percevons, mais aussi comment le monde semble nous répondre. S'éveiller n'est pas toujours confortable. En réalité, ce processus est souvent accompagné d'un certain inconfort émotionnel, car lorsque nous commençons à voir plus clairement, nous commençons aussi à remarquer des choses qui étaient auparavant cachées. Nous réalisons que certaines relations ne sont pas aussi saines que nous le pensions. Nous réalisons que certaines décisions ont été prises uniquement pour plaire aux autres. Nous réalisons combien de fois nous avons fait taire notre propre voix pour nous adapter aux attentes extérieures. Ces découvertes peuvent faire mal, mais en même temps, elles libèrent, car ce qui est vu avec clarté cesse de nous emprisonner, et peu à peu, nous commençons à percevoir quelque chose de très intéressant. La vie cesse de sembler une succession aléatoire d'événements et commence à révéler certains schémas de sens. Jung a observé que lorsqu'une personne entre véritablement sur le chemin de la connaissance de soi, elle commence souvent à remarquer des coïncidences curieuses se produire autour d'elle, des situations apparemment aléatoires qui semblent porter une signification particulière. Vous pensez intensément à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et soudain cette personne apparaît ou prend contact avec vous. Vous réfléchissez profondément à une question importante de votre vie, et vous tombez sur un livre, une phrase ou une conversation qui semble répondre exactement à ce qui occupait votre esprit. Ces événements, Carl Jung les appelait des synchronicités. La synchronicité n'est pas simplement une coïncidence ordinaire. C'est lorsqu'un événement extérieur semble s'aligner de manière significative avec un état intérieur, comme si pendant un instant, le monde extérieur et le monde intérieur entraient en dialogue. Jung pensait que cela révélait quelque chose de très profond sur la nature de la réalité. Pour lui, l'esprit et le monde ne sont pas complètement séparés comme nous l'imaginons souvent. Il existerait une sorte de tissu invisible de sens reliant les expériences intérieures et les événements extérieurs. Et lorsque nous traversons des périodes importantes de transformation personnelle, ce type d'événement semble devenir plus fréquent, non pas parce qu'il se produit quelque chose de magique ou de surnaturel, mais parce que notre perception devient plus sensible. Nous commençons à prêter davantage attention. Et lorsque nous prêtons attention, nous réalisons que la vie nous offre constamment des signes. Faites une pause ici, respirez doucement. Ces signes n'apparaissent pas comme des instructions claires ou des messages directs.
Ils apparaissent de manière subtile, parfois à travers des rencontres inattendues, parfois à travers des symboles, des rêves ou des situations qui éveillent quelque chose de profond en nous. Mais pour percevoir ces signes, il est nécessaire d'être présent. L'esprit moderne est souvent trop occupé pour remarquer ces choses. Nous pensons constamment à ce qui s'est passé hier ou à ce que nous devrons résoudre demain. Et lorsque nous sommes prisonniers de ce flux constant de pensées, nous perdons la capacité d'observer le moment présent. Nous perdons la sensibilité qui nous permet de percevoir les détails. Mais lorsque la conscience commence à s'éveiller, quelque chose change. Nous commençons à observer davantage. Nous remarquons des schémas qui passaient auparavant inaperçus, de petits événements qui semblent porter des messages importants. Et peu à peu, nous commençons à ressentir qu'un dialogue se produit entre nous et la vie elle-même. Ce dialogue ne remplace pas nos choix. Il ne nous enlève pas la responsabilité du chemin que nous suivons, mais il peut offrir une orientation, comme si de temps en temps, la vie nous montrait de petits indices sur la direction que nous prenons. Et bien souvent, ces indices apparaissent précisément dans les moments où nous sommes les plus ouverts au changement. Lorsque nous commençons à remettre en question d'anciens schémas, lorsque nous décidons de regarder en nous avec honnêteté, c'est dans ces moments que quelque chose de très intéressant se produit. Les opportunités qui semblaient auparavant invisibles commencent à apparaître. Des personnes qui apportent exactement le type de conversation dont nous avons besoin surgissent dans notre vie. Des livres ou des idées qui élargissent notre compréhension apparaissent presque de manière inattendue. Et peu à peu, une sensation curieuse commence à émerger. La sensation que nous ne sommes peu, être pas complètement seuls dans la construction de notre histoire, comme s'il existait une intelligence plus grande, une sorte d'ordre invisible accompagnant le mouvement de notre conscience. Jung reliait ce phénomène à ce qu'il appelait le soi. Le soi n'est pas l'ego. Ce n'est pas l'identité que nous construisons à partir de nos rôles sociaux ou de nos réussites. Le soi représente quelque chose de plus profond. C'est le centre de notre psyché, la totalité de ce que nous sommes réellement. Alors que l'ego croit être aux commandes de tout, le soi représente une dimension beaucoup plus vaste de notre existence. Une dimension qui inclut à la fois la conscience et l'inconscient. Et le processus d'individuation, ce chemin qui consiste à devenir qui nous sommes réellement, est essentiellement un mouvement d'approche vers ce centre. Plus nous nous rapprochons du soi, plus nous ressentons un sentiment d'alignement intérieur. Les décisions commencent à surgir d'un endroit plus profond, et non plus seulement du besoin de plaire aux autres ou de répondre à des attentes extérieures. Nous commençons à sentir que nos choix reflètent quelque chose de plus vrai en nous. Maintenant, faites ceci. Installez-vous confortablement là où vous vous trouvez. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez, ou fixez un point calme devant vous. Prenez une longue inspiration par le nez, retenez-la le temps de compter jusqu'à 3, puis expirez lentement par la bouche. Pensez à un moment récent où vous avez agi d'une manière qui ne vous ressemblait pas vraiment, un moment où vous avez dit oui alors que toute votre intériorité disait non. Ne jugez pas ce souvenir. Observez-le simplement, comme si vous regardiez une scène depuis l'autre côté d'une vitre. Où ressentez-vous cela dans votre corps? Un resserrement? Une lourdeur? Notez l'endroit précis. Respirez en direction de cette sensation, pas pour la faire disparaître, mais pour lui signifier que vous la reconnaissez enfin. 3 respirations lentes encore. Quand vous êtes prêt, revenez ici. Cet alignement ne signifie pas que la vie devient facile, ni que les défis disparaissent. En réalité, il arrive souvent l'inverse. Lorsque nous commençons à vivre de manière plus authentique, certaines anciennes structures cessent d'avoir du sens.
certaines relations changent. Certaines activités qui semblaient autrefois importantes perdent leur signification. C'est comme si nous traversions une phase de transition. Et toute transition implique un certain type de perte. La perte de vieilles habitudes, la perte d'anciennes identités, la perte d'anciennes versions de nous-mêmes. Ce processus peut être comparé à une forme de mort symbolique. Non pas la mort physique, mais la mort de certaines parties de notre identité qui ne représentent plus la personne que nous sommes en train de devenir. De nombreuses traditions anciennes parlaient de ce processus à travers des mythes de mort et de renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, la graine qui doit disparaître dans la terre avant de devenir un arbre, le héros qui doit traverser l'obscurité avant de trouver le trésor. Ces histoires ne sont pas seulement des légendes, elles sont des représentations symboliques d'un processus psychologique très réel. Toute transformation profonde exige que quelque chose d'ancien soit laissé derrière. Et cela n'est pas toujours facile, car même les anciennes versions de nous-mêmes, celles qui ne nous servent plus, ont été importantes à un moment donné. Elles nous ont aidés à survivre, à nous adapter, à faire face à des circonstances difficiles. C'est pourquoi, lorsque vient le moment de les laisser partir, il est naturel de ressentir une certaine tristesse. Il existe un deuil dans ce processus, une reconnaissance silencieuse de tout ce que nous avons été avant de devenir ce que nous sommes en train de devenir. Pensez-y, quelle version ancienne de vous-même portez-vous encore, non par choix conscient, mais par habitude ou par peur? Mais c'est précisément dans cet espace de transition que quelque chose de nouveau commence à émerger. Une identité plus vraie, une manière de vivre qui dépend moins de l'approbation extérieure, une relation plus profonde avec soi-même. Et peu à peu, presque sans nous en rendre compte, nous commençons à ressentir quelque chose que nous n'avons peu, être jamais expérimenté auparavant, un sentiment de cohérence intérieure, comme si enfin ce que nous sommes à l'intérieur commençait à s'aligner avec la manière dont nous vivons à l'extérieur. C'est l'un des signes les plus clairs que le voyage de transformation est réellement en train de se produire. Il était une femme retraitée, 61 ans, ancienne enseignante d'un petit village du Lot-et-Garonne. Pendant 38 ans, elle avait consacré sa vie à ses élèves, à sa famille, à ses voisins. Elle était celle sur qui l'on pouvait compter, celle qui aidait toujours, qui ne refusait jamais un service, qui gérait les crises des autres avec une sérénité apparente que tout le monde admirait. Mais depuis que ses enfants avaient quitté le foyer et que sa vie professionnelle s'était terminée, quelque chose d'étrange était apparu dans ses journées. Un vide qu'elle ne savait pas nommer. Elle continuait de s'occuper, de rendre service, d'être disponible. Pourtant, le soir, assise seule dans sa cuisine devant une tasse de thé refroidi, elle ressentait une profonde étrangeté face à elle-même, comme si elle regardait dans un miroir et ne reconnaissait pas complètement ce qu'elle voyait. Un après-midi d'automne, elle se mit à ranger de vieilles boîtes dans le grenier. Elle tomba sur un carnet de jeunesse. Elle s'assit sur un vieux coffre en bois et commença à lire. À 20 ans, elle avait voulu peindre. Elle avait rêvé de voyager seule en Italie, d'apprendre le piano, de tenir un journal intime philosophique. Aucun de ses désirs n'avait été réalisé, non pas parce qu'on les lui avait interdits, mais parce que progressivement, sans s'en apercevoir, elle avait laissé les attentes des autres occuper tout l'espace. Elle ferma le carnet lentement. Une larme unique roula sur sa joue. Pas une larme de regret. Une larme de reconnaissance, comme si une partie d'elle-même qui avait longtemps attendu dans le silence venait d'être enfin vue. Dans les mois suivants, elle s'inscrivit à un cours de peinture. Elle commença un journal. Elle planifia un voyage seule à Florence pour le printemps. Non pas pour rattraper le temps perdu,
mais pour honorer ce qui avait toujours été vivant en elle, simplement attendu dans l'ombre, prendre soin des autres sans jamais s'inclure dans ce cercle de soins n'est pas de la générosité. C'est parfois une façon de ne jamais avoir à se rencontrer. Et lorsque cela commence à arriver, la vie elle-même semble répondre de manière inattendue. Car il arrive un moment dans ce voyage où quelque chose d'extraordinaire commence à émerger au cœur même de la conscience d'une personne. Ce n'est pas un changement dramatique du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si tous les problèmes disparaissaient soudainement ou comme si la vie devenait parfaite. En réalité, les défis continuent d'exister car ils font partie de l'expérience humaine elle-même. Mais la manière dont vous vous reliez à ces défis commence à changer. Avant, beaucoup d'événements semblaient être simplement des obstacles. Les situations difficiles semblaient être des injustices du destin ou des preuves que quelque chose n'allait pas avec vous ou avec le monde. Mais à mesure que la conscience mûrit, une nouvelle manière de regarder tout cela apparaît. Vous commencez à percevoir que chaque expérience porte en elle une opportunité d'apprentissage. Chaque difficulté peut révéler quelque chose d'important sur qui vous êtes, sur ce qui a besoin d'être compris, intégré ou transformé en vous. Peu à peu, la vie cesse d'être simplement une succession d'événements aléatoires et commence à être perçue comme un processus de croissance. Et cela change complètement la manière de marcher dans le monde. Car lorsqu'une personne commence à vivre avec plus de conscience, elle cesse d'agir uniquement par peur ou par besoin d'approbation. Ses choix commencent à refléter quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de l'intérieur. Elle commence à écouter davantage son intuition. Elle apprend à respecter ses limites. Elle apprend à reconnaître ce qui a réellement du sens pour son existence. Et peu à peu, apparaît une sensation que beaucoup de personnes cherchent toute leur vie sans vraiment savoir comment la trouver. Une sensation de paix intérieure, pas une paix superficielle basée sur l'absence de problèmes, mais une tranquillité qui naît de l'alignement entre ce que vous ressentez à l'intérieur et la manière dont vous vivez à l'extérieur. C'est comme si enfin vous commenciez à habiter votre propre vie pour de vrai, sans masques excessifs, sans avoir besoin de vous cacher derrière des versions de vous-même créées uniquement pour plaire aux autres, simplement en étant qui vous êtes réellement, avec vos forces, vos vulnérabilités, votre lumière et aussi vos ombres. Cette paix-là n'est pas passive, elle est vivante. Elle permet d'agir depuis un centre stable plutôt que depuis la périphérie mouvante des peurs et des attentes. Elle permet de dire non sans se sentir coupable. Elle permet de dire oui sans se perdre. Elle permet d'exister sans avoir constamment à se justifier. Et est-ce précisément ce qui rend ce moment si significatif. Parmi tant de possibilités, vous êtes arrivé jusqu'ici en réfléchissant à des questions que beaucoup de personnes évitent toute leur vie. Et cela en soi révèle déjà quelque chose d'important. Il existe en vous une véritable disposition à grandir, à comprendre, à vous éveiller. Jung croyait que cette disposition n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est inscrite dans la structure même de la psyché humaine. Chaque être humain porte en lui la capacité de devenir plus entier. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de cette transformation. La question est simplement de savoir si vous êtes prêt à entreprendre le voyage. Et le voyage n'exige pas de conditions parfaites. Il n'exige pas que tout soit résolu avant de commencer. Il commence précisément là où vous êtes, avec ce que vous ressentez maintenant, avec les questions que vous portez, avec les zones d'ombre que vous n'avez pas encore osé regarder. Le voyage de la connaissance de soi ne se termine pas ici. En réalité, il ne se termine jamais complètement. C'est un chemin qui se révèle tout au long de la vie, couche après couche, découverte après découverte.
Mais chaque pas conscient que nous faisons dans cette direction transforme déjà la manière dont nous existons. Il existe une phrase que Jung a consignée dans ses écrits et qui résonne avec une clarté particulière pour ceux qui se trouvent au seuil d'une transformation intérieure. Il écrivait que la rencontre avec soi-même est parmi les expériences les plus déconcertantes que l'être humain puisse traverser, parce qu'elle révèle simultanément notre profondeur insoupçonnée et notre résistance tenace à nous y engager pleinement. Cette résistance est normale, elle est humaine. Elle protège ce que nous connaissons contre l'inconnu de ce que nous pourrions devenir. Mais, à un certain moment, la résistance coûte plus cher que le voyage lui-même. Respirez une dernière fois profondément. Sentez le poids de votre corps là où vous vous trouvez. Ce moment, maintenant, appartient uniquement à vous. Ce que vous cherchez à l'extérieur, le sens, l'équilibre, le but, a toujours commencé à l'intérieur. La véritable transformation ne se produit pas lorsque nous devenons une autre personne. Elle se produit lorsque nous avons enfin le courage de devenir ce que nous avons toujours été en essence. Ce courage-là ne demande pas de perfection. Il demande simplement de la présence à soi-même, à cette voix intérieure qui murmure depuis longtemps, à ces zones d'ombre qui ne demandent pas à être combattues mais reconnues, à cette lumière qui n'a jamais cessé d'exister au cœur de qui vous êtes réellement. Le chemin continue, et vous n'avez pas à le parcourir seul. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jang. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.